Pendant 80 ans, elle est restée scellée et intacte. Les responsables l'ont rejetée comme une rumeur, mais les habitants ont insisté sur le fait que quelque chose de dangereux avait été enfermé. Des générations ont grandi en entendant des histoires d'une chambre cachée, mais personne ne pouvait le prouver. Lorsque le coffre-fort a finalement été forcé, il n'y avait ni trésor ni relique de victoire. Ce qui s'y trouvait était pire que de l'or ou des armes. C'était la preuve de crimes si troublants qu'ils avaient été enterrés hors de vue et hors de mémoire, jamais destinés à être découverts par quiconque vivant aujourd'hui. La porte scellée qui ne devrait pas exister. Pendant des décennies, les villageois d'un paisible établissement dans Colline racontaient des histoires sur quelque chose d'inhabituel enfoui profondément dans la terre. Ils l'appelaient un mur de fer et l'histoire se transmettait presque comme un conte de fantômes. Selon les résidents plus âgés, des soldats japonais stationnés là pendant la guerre avaient averti les habitants de rester éloignés de la pente. Les agriculteurs se souvenaient d'avoir été menacés s'ils travaillaient trop près de la zone. D'autres disaient qu'ils se souvenaient d'avoir entendu des explosions sourdes vers la fin de la guerre, comme si quelque chose était enterré ou scellé. Les jeunes générations rejetaient souvent ces récits comme des exagérations. Ils supposaient que les histoires étaient simplement des personnes âgées répétant des peurs de guerre. Lorsque le site a finalement été examiné, ce que les enquêteurs ont trouvé était bien plus horrible que quiconque ne s'y attendait. La structure n'était pas une simple barrière. C'était un coffre-fort et il avait été enfermé avec un soin extrême. Il était scellé 3 fois avec une porte en acier soudée, renforcée par des traverses intérieures et des joints soigneusement remplis d'argile pour empêcher l'eau et l'humidité d'entrer. Ce n'était pas le genre de construction faite dans la panique. Cela semblait délibéré et soigneusement planifié. Ce qui rendait cela encore plus étrange, c'était le contexte. Dans les derniers mois de la guerre, le Japon manquait désespérément de ressources. L'acier était arraché des usines des lignes de train et même des maisons pour construire des armes. Pourtant, ici, au lieu d'être fondus en fusils ou en avions, des tonnes d'acier précieux avaient été enterrées sous terre où personne ne pouvait les utiliser. Pourquoi une nation affamée investirait-elle autant pour cacher une porte à moins que ce qui se trouvait à l'intérieur ne comptait plus que la survie? Certains observateurs ont même suggéré que la porte elle-même semblait trop moderne pour avoir été construite dans les années 1940, bien que cette affirmation reste contestée. Lorsque le coffre-fort a finalement été ouvert, la découverte était troublante. Alors que les torches brûlaient à travers l'acier, un air vicié s'échappa. Les hauts témoins entrants ont dit que cela sentait le métal, mais il y avait quelque chose d'autre dans l'odeur qui mettait les gens mal à l'aise, presque chimique. Certains ont instinctivement reculé. D'autres affirmaient que la structure gémissait comme si le sol résistait à l'ouverture. Les historiens ont ensuite spéculé que le Japon construisait souvent des installations secrètes dans des collines éloignées pour éviter la détection par les avions alliés. Certains croient que cela pourrait être lié à des recherches cachées ou à du stockage lié à des projets de guerre. Les sceptiques soulignent qu'il n'y a aucun enregistrement officiel d'un tel site dans les archives déclassifiées et soutiennent que les villageois pourraient avoir confondu des souvenirs d'explosions et des avertissements militaires. Si tant d'efforts ont été déployés pour enterrer et sceller une seule porte, la question demeure qu'est-ce qui était considéré comme si dangereux ou précieux qu'il devait rester caché pendant près de 80 ans, les derniers jours de l'Empire d'une nation cachant ses péchés. Août 1945, alors que la Seconde Guerre mondiale touchait à son horrible fin, ce n'était pas seulement la chute d'un empire, mais le début d'une lutte pour effacer ce qui avait été fait alors que les forces japonaises se retiraient à travers l'Asie. Cependant, les rêves d'empire du Japon ne dureraient pas. Pour errer à travers l'Asie sans contestation, le Japon avait attaqué les territoires américains et européens. Le retrait s'est accompagné d'un schéma de destruction qui ressemblait moins à une défaite qu'à une purge planifiée. Des documents ont disparu, des témoins se sont volatilisés et des installations entières ont été anéanties avant que les troupes alliées ne puissent les atteindre. Les mouvements étaient rapides, méthodiques et souvent violents. Cela a créé un patchwork de silence qui entrait les enquêteurs pendant des décennies. À Tokyo, la destruction a pris une forme bureaucratique et physique. Les postes de police, les ministères et les bureaux gouvernementaux ont alimenté des montagnes de documents dans des broyeurs et des fours. Ces témoins oculaires ont ensuite rapporté des couloirs jonchés de cendres et de fragments de papier. Des responsables travaillant toute la nuit ont déclaré que les machines surchauffaient et dans au moins un cas prenaient feu sous surcharge. L'air dans certaines parties de la ville portait l'odeur de papier brûlé et d'encre pendant des semaines.
Certains historiens affirment que l'ampleur de cette destruction de papier suggère que des fichiers clés documentant des crimes de guerre ont été délibérément effacés et que le dossier complet ne pourra peut-être jamais être reconstruit. D'autres mettent en garde contre le fait que les descriptions dramatiques ont grandi dans le récit et que certains contes post-guerre ont peut-être exagéré le chaos. En dehors de la capitale, la purge avait un visage humain plus brutal. À Séoul et dans d'autres villes occupées, il existe des rapports selon lesquels des centaines de prisonniers ont été tués en peu de temps alors que la reddition approchait. Selon certains récits, ces exécutions visaient à éliminer des personnes qui pouvaient témoigner de travaux forcés d'abus et d'expérimentations humaines. Les tombes de nombreux d'entre eux sont non marquées et leurs noms sont perdus. Les survivants, qui ont ensuite essayé de raconter ce qui s'était passé, ont souvent rencontré incrédulité, rejet ou accusation de motivation politique. Ce déni a ajouté un sentiment d'injustice et de colère parmi les témoins et les familles. En Mandchourie, où des programmes biologiques et médicaux étaient en cours, l'effacement était parfois littéral. Les résidents locaux ont rapporté avoir entendu des explosions et trouvé des complexes, autrefois peuplés, réduits à la terre brûlée. Plusieurs récits disant que des bâtiments ont été explosés alors que des patients ou des personnes détenues restaient à l'intérieur. Ces souvenirs ont été constants dans de nombreux témoignages, pourtant les sceptiques soulignent que peu de ruines physiques restent pour confirmer chaque détail. Certains chercheurs mettent en garde que l'histoire orale doit être pesée avec soin par rapport au manque de structures survivantes. Certaines preuves ne pouvaient pas être détruites sans perdre leur valeur, donc ceux qui étaient en charge ont peut-être choisi une autre solution. Les chercheurs croient que des voûtes souterraines et des chambres scellées ont été construites pour dissimuler des données des spécimens et des technologies. Beaucoup soupçonnent maintenant que ce site a servi ce but précis. Plutôt que d'être destiné à la destruction, le coffre-fort pourrait avoir été conçu pour préserver des matériaux pour un usage ultérieur. Pourtant, si tel était le plan, pourquoi si peu de choses ont-elles émergé dans les décennies suivantes? La plupart des sites supposés étaient-ils jamais réels ou beaucoup ne sont-ils que des légendes? Manquant de réponses claires, les enquêteurs ont commencé à étudier la conception elle-même, espérant que l'architecture expliquerait le but. L'architecture de la paranoïa. Ce n'était pas juste un bunker caché dans une colline. C'était une tombe conçue pour survivre non seulement à la guerre, mais aussi à l'épreuve du temps. Dès le premier regard à l'intérieur, les enquêteurs ont vu que ce n'était pas un abri hâtif. Il avait été planifié et construit avec précision, comme si ses bâtisseurs avaient l'intention que le contenu reste en sécurité pendant des décennies, peut-être plus longtemps. La première caractéristique frappante était l'ensemble des chambres intérieures hermétiques. On n'était pas des murs ordinaires, ils avaient été scellés de manière à suggérer un confinement. Certains ingénieurs ont soutenu que les chambres étaient destinées à bloquer l'évasion de gaz ou de pathogènes. D'autres croyaient qu'elles étaient conçues pour prévenir la contamination extérieure. Quelle que soit l'explication, cela était troublant car de telles précautions impliquaient le stockage de quelque chose d'extrêmement dangereux. Des canaux de drainage renforçaient cette impression. Découpés à des angles précis, ils empêchaient les eaux souterraines d'entrer dans le coffre-fort. Dans des bunkers ordinaires, les inondations étaient courantes et ignorées. Ici, cela avait été prévu à l'avance comme si les bâtisseurs avaient l'intention de garder des papiers, des produits chimiques ou même des matériaux biologiques parfaitement secs. Le sol approfondissait le mystère. Il était fait de dalles renforcées identiques à celles des coffres-forts bancaires japonais avant la guerre conçus pour résister aux tremblements de terre et aux bombardements directs. Placer une telle protection dans une structure rurale cachée soulevait des questions dérangeantes. Pourquoi sécuriser un site qui n'était jamais destiné à être attaqué ou même trouvé? La disposition du coffre-fort a également suscité des comparaisons avec des structures européennes. Certains chercheurs ont noté des similitudes avec des bunkers allemands pour des projets d'armes secrètes, suggérant que le Japon avait emprunté des éléments de conception allemande pendant l'alliance en temps de guerre. Les critiques, cependant, ont soutenu que les similitudes pourraient être une coïncidence, le résultat de besoins pratiques partagés. Sans preuve, l'affirmation d'une influence allemande reste spéculation. À l'intérieur, le coffre-fort était suffocant et troublant. Les murs en béton retenaient le froid, le silence n'étant rompu que par le bruit de l'eau qui goûtait. La rouille, les moisissures et la moisissure remplissaient l'air et certains enquêteurs ont signalé une légère odeur chimique qui les mettait mal à l'aise. Le coût de la construction était difficile à ignorer, Dans les dernières années de la guerre, le Japon manquait de ressources, pourtant ce site consommait d'énormes quantités d'acier, de béton épais et de main-d'œuvre. Pour les observateurs ultérieurs, cela révélait une vérité sombre.
Protéger ce qui était caché importait plus que de nourrir des civils ou de fournir des soldats. Qu'est-ce qui avait été placé à l'intérieur qui nécessitait tant de secrets et une ingénierie si déterminée, des armes qui n'étaient jamais destinées à être trouvées? À l'intérieur du coffre-fort, des rangées de caisses en bois pourri semblaient ordinaires jusqu'à ce que les couvercles soient forcés. Ce que les enquêteurs ont découvert était terrifiant. Les premiers objets à attirer l'attention étaient des coques en porcelaine en forme de grenade. Au début, elles semblaient fragiles et inoffensives, mais les rapports ont révélé leur véritable but. Chacune avait été remplie de puces porteuses de la peste conçues pour libérer la maladie au moment où elle se brisait. Plusieurs enquêteurs ont reculé sous le choc. S'ils pouvaient encore se reconnaître après des semaines de malnutrition, de maladies, de violence et de peur. L'un a murmuré avec incrédulité, tandis qu'un autre secouait la tête, refusant de toucher les coques. L'idée que celles-ci auraient pu être jetées dans des rivières ou des puits de boissons a laissé beaucoup de gens pâles et visiblement mal à l'aise. D'autres caisses contenaient des canistets en métal rouillé marqués de caractères japonais fanés. L'odeur de pourriture et de métal remplissait l'air alors que les boîtes étaient ouvertes. Les archivistes ont ensuite fait correspondre les marques à d'anciens catalogues d'agents chimiques. Des tests ont montré des traces de toxines dégradées. Bien qu'elles ne soient plus actives, les preuves confirmaient que les canistères avaient autrefois stocké des poisons. Quelques membres de l'équipe se sont couverts la bouche par dégoût. Un scientifique a juré sous son souffle en colère à l'idée que cela avait été destiné à tuer silencieusement et sans avertissement. La peur de l'équipe s'est intensifiée lorsqu'ils ont découvert des prototypes de lance-flammes rudimentaires. Au début, les dispositifs semblaient maladroits, mais les ingénieurs ont rapidement remarqué les étranges vannes et buses. Ceux-ci n'étaient pas construits pour projeter du feu. Ils semblaient conçus pour pulvériser un liquide dans l'air. La réalisation a plongé la pièce dans le silence. Un enquêteur a claqué un couvercle et s'est éloigné les mains tremblantes. Les autres regardaient horrifiés ce qui semblait être des machines construites pour répandre des produits chimiques plutôt que des flammes. Des fichiers déclassifiés du corps chimique américain de la fin des années 1940 ont ensuite confirmé que le Japon avait expérimenté des armes biologiques en porcelaine. En tant qu'unité 731, un événement rempli d'horreur et d'expérimentation humaine totalement incompréhensible sur le plan moral. Pour les enquêteurs ébranlés, le lien était terrifiant. Ce n'était plus juste une ligne dans un ancien dossier. Ils avaient vu les preuves de leurs propres yeux. Certains l'ont pris comme une preuve, tandis que d'autres ont averti de ne pas tirer de conclusions trop rapidement. Mais personne dans ce coffre-fort n'a oublié ce qu'il avait vu. Les coques en porcelaine, les canistets corrodés et les étranges prototypes sont restés avec eux comme des rappels d'armes jamais destinés à être trouvés. Ensemble, les artefacts ont redéfini le coffre-fort. La collection suggérait une planification pour la propagation délibérée de maladies et de contaminations chimiques. Pendant des années, les survivants avaient décrit des maladies après des gouttes étranges. Beaucoup ont rejeté ces souvenirs comme des rumeurs, mais les preuves physiques ont donné à leur récit un nouveau poids. Certains enquêteurs ont proposé que ces objets étaient des prototypes expérimentaux d'un programme plus vaste. Certains croient qu'une production de masse aurait pu être envisagée mais interrompue par la fin de la guerre. D'autres experts soutiennent que les découvertes pourraient être des tests isolés et non la preuve de plans plus larges. Les sceptiques soulignent que des fragments corrodés et des dispositifs partiels ne peuvent pas à eux seuls prouver une campagne organisée. La découverte a suscité choc, colère et profonde inquiétude. Des armes conçues pour répandre une souffrance invisible ont suscité une indignation morale parmi ceux qui ont manipulé le matériel. Le sentiment que des vies humaines avaient été considérées comme jetables a alimenté des appels à une enquête approfondie. Pourtant, les armes seules pouvaient constituer un chapitre sombre. Ce qu'ils ont trouvé ensuite leur a donné des frissons dans le dos, le trésor qui n'était pas de l'or. Pendant des décennies, la spéculation sur les coffres-forts cachés du Japon pendant la guerre a captivé les imaginations à travers l'Asie. Selon les rumeurs, ces chambres scellées n'étaient pas simplement des vestiges militaires, mais des maisons de trésors remplies de lingots volés de diamants et du célèbre butin de lys doré. Les faux villageois parlaient de richesses dépouillées, de palais et de temples à travers la Chine et l'Asie du Sud-Est, cachés pour financer le retour du Japon après sa défaite. Les chasseurs de trésors ont passé des années à espérer découvrir des piles de barres d'or, des régalias cérémoniels ou des artefacts inestimables. Lorsque ce coffre-fort a finalement été ouvert, beaucoup s'attendaient à une fortune scintillante. Ce qu'ils ont trouvé était quelque chose de plus froid et de bien plus troublant. Parmi les premières découvertes se trouvaient des paquets de livres comptables enveloppés dans du tissu ciré.
Les livres étaient bien ordonnés, soigneusement entretenus et datés. Pourtant, le contenu était troublant dans son imprécision. Au lieu de listes de lingots ou d'inventaires d'artefacts, les pages enregistraient des expéditions sous des catégories comme spécimens souvent subdivisés en sous-types tels que type A et type B. Il n'y avait aucune explication sur ce que signifiaient ces codes. Une autre entrée récurrente était des stocks médicaux, mais les quantités enregistrées étaient bien trop importantes pour des hôpitaux normaux ou des unités de terrain. Enfin, la catégorie la plus cryptique apparaissait régulièrement cargaison spéciale. Au lieu de mots, ces entrées d'entretien ont été marquées de symboles et d'abréviations que seuls des initiés pouvaient comprendre. Le message était clair. Quel que soit le but de ce coffre-fort, ce n'était pas de l'or. Le véritable trésor était l'information, la recherche et les matériaux que ceux au pouvoir considéraient comme plus précieux que la nourriture ou la monnaie. À une époque où le Japon s'effondrait et où ses citoyens mouraient de faim, l'or aurait pu être utilisé pour acheter des fournitures ou de l'aide. Au lieu de cela, le choix avait été fait d'enterrer la connaissance. Cette décision révélait des priorités qui valorisaient les secrets scientifiques plutôt que la survie humaine. Tout le monde n'accepte pas cette interprétation. Certains chercheurs suggèrent que le coffre-fort aurait pu être un leurre destiné à induire en erreur les chasseurs de trésors et à détourner l'attention des véritables richesses stockées ailleurs. D'autres soutiennent que le langage vague des livres comptables était une référence codée à des expéditions chimiques ou biologiques. Les sceptiques rétorquent que des explorateurs déçus ont peut-être exagéré le mystère, et qu'un mot comme spécimen pourrait avoir fait référence à de simples fournitures médicales plutôt qu'à des preuves d'expérimentation humaine. Ce qui est devenu indéniable, cependant, c'est que les dossiers orientaient les enquêteurs vers quelque chose de plus sombre que le trésor. 6. Des outils chirurgicaux qui ne devraient pas être dans un coffre-fort. La couche suivante du coffre-fort a révélé des instruments qui ont arrêté les enquêteurs sur place. Lorsque les caisses ont été ouvertes soigneusement enveloppées dans du tissu huilé et scellées dans du papier ciré, ils ont trouvé des scalpels, des scies à os, des écarteurs de côte et des seringues en verre. À première vue, l'ensemble ressemblait à un kit chirurgical, mais dans ce contexte, cela devenait grotesque. Chaque outil montrait des signes clairs d'utilisation. Les bords étaient décorés tranchant l'acier non corrodé, comme si quelqu'un avait fait de grands efforts pour les préserver, La façon délibérée dont ils avaient été emballés suggérait non pas un stockage, mais une préparation comme s'ils étaient destinés à être utilisés à nouveau. Plusieurs chercheurs ont reculé à la vue de cela, certains se couvrant, la bouche d'autres murmurant que la pièce ressemblait plus à un théâtre opératoire qu'à un coffre-fort. À côté des kits se trouvaient des lames en verre scellées avec de la cire et étiquetées d'une écriture soignée. Quelques-unes contenaient encore des fragments de tissu qui réagissaient à de simples tests de coloration effectués sur place. Des cartes anatomiques pliées se trouvaient à côté d'elles, leurs notes écrites dans un ton clinique détaché. Une carte retraçait la décomposition des tissus après exposition à un froid extrême. Une autre enregistrait l'effondrement respiratoire avec des intervalles de temps mesurés jusqu'à la minute. Lire les entrées. À voix haute laissait la pièce lourdement silencieuse. Elle ne se lisait pas comme des observations scientifiques. Elle se lisait comme des expériences menées sur des sujets vivants. Plusieurs membres de l'équipe échangèrent des regards horrifiés, tandis qu'un refusait d'examiner les graphiques plus avant. Lorsque les emballages furent enlevés, le bruit du métal frappant, le métal résonna dans la chambre. La lumière de la lanterne se reflétait sur les bords polis et projetait des ombres dures sur les murs. L'effet troublait tout le monde. L'arrangement semblait intentionnel, presque mis en scène. Certains le décrivirent plus tard comme cérémoniel, comme si les instruments avaient été mis de côté avec un but attendant que des mains les reprennent. Cette réalisation produisit une colère et un dégoût immédiats. Les travailleurs qui manipulaient les caisses les laissèrent tomber avec des mains tremblantes. La pensée que ces outils avaient été soigneusement préservés pour un usage continu laissait l'équipe nauséeuse. Pour plusieurs, le coffre-fort ne semblait plus être un site de stockage. Cela ressemblait à une entrée dans les restes d'un laboratoire conçu pour la cruauté. Lorsqu'il entendit des collègues discuter d'une expérience médicale dans laquelle ils avaient incisé 2 filles, alors qu'elles étaient encore vivantes, une Ukrainienne et une Chinoise. Des experts furent convoqués pour examiner les matériaux. Selon des rapports des historiens médicaux et des techniciens judiciaires notèrent dans des similitudes entre ces kits et les instruments listés dans les inventaires de laboratoires en temps de guerre liés à la recherche en Mandchourie.
Certains chercheurs croyaient que les lames scellées à la cire ressemblaient à des échantillons référencés dans des documents déclassifiés détenus dans des archives étrangères. Les enquêteurs traitèrent ces comparaisons comme des pistes, tandis que d'autres experts appelèrent à la prudence et soulignèrent que la ressemblance n'est pas concluante et nécessite une preuve de laboratoire. La présence conjointe d'instruments chirurgicaux de lames étiquetées et de graphiques cliniques suggérait des procédures organisées menées dans des conditions contrôlées plutôt qu'un simple stockage de fournitures médicales. Certains enquêteurs croient que les matériaux pointent vers des tests systématiques et une observation méthodique. D'autres mettent en garde que des instruments et des lames à eux seuls ne peuvent pas déterminer l'intention et que la contamination ou la mauvaise identification après des décennies sous terre peuvent compliquer l'analyse. Les sceptiques insistent sur des tests rigoureux avant de tirer des conclusions définitives. Le poids émotionnel de la découverte était immédiat et lourd. Ceux qui ont manipulé les découvertes ont signalé des sentiments de choc, de honte et de colère. Certains survivants, qui avaient précédemment témoigné, ont exprimé leur soulagement que des preuves physiques aient émergé. Ce qui se passe ici est en réalité bien plus sombre à jamais gravé dans l'histoire. L'indignation publique a rapidement augmenté alors que la nouvelle de la découverte se répandait. Les enquêteurs se préparaient à chercher plus profondément dans le coffre-fort avec une prudence professionnelle et une urgence morale croissante. L'ombre de l'unité 731. Au centre du mystère se tenait le secret le plus sombre du Japon pendant la guerre. L'unité 731 a un nom lié à une cruauté inimaginable. Officiellement appelé le département de prévention des épidémies et de purification de l'eau, cela ressemblait à un programme créé pour protéger les soldats et les civils des maladies. En réalité, son but était totalement différent. Elle a été établie sous le Dr Shiro Ishii pour développer des armes biologiques et rassembler des données scientifiques par le biais d'expériences sur des êtres humains. L'objectif n'était pas de guérir ou de prévenir, c'était d'apprendre à propager la peste, le choléra, le charbon et d'autres agents létaux et d'étudier en détail comment le corps humain se décomposait sous l'infection, les blessures et des conditions extrêmes des unités mobiles, réaliser des expériences dans toute la région. Des prisonniers des territoires occupés, y compris des hommes, des femmes et des enfants, étaient contraints de participer à ces essais. Les méthodes étaient brutales et sont décrites dans des témoignages qui restent difficiles à lire. Les gens étaient délibérément infectés par la peste, le choléra ou le charbon, puis ouverts vivants afin que les chercheurs puissent suivre la maladie en temps réel. D'autres étaient attachés à l'extérieur par temps glacial jusqu'à ce que leurs membres noircissent puis disséqués pour étudier la mort des tissus. Cette expérience est Antifal. Le premier test de morsure. Certains captifs étaient enfermés dans des chambres à pression jusqu'à ce que leurs yeux éclatent ou contraints de boire de l'eau contaminée pour observer leur affaiblissement. Des tests sur le terrain libéraient des animaux infectés dans des villages ou empoisonnaient des fournitures pour suivre l'effondrement des civils. Les survivants parlaient de cris de désespoir et de l'horreur d'être traités comme du matériel d'essai. Ce n'étaient pas des actes de médecine, mais des étapes vers des armes, laissant derrière eux des souvenirs qui produisent encore choc, colère et chagrin. Après la reddition du Japon, la responsabilité a pris un tournant troublant. Des officiers d'occupation américains ont interrogé le personnel de l'unité 731 et collecté des matériaux. Des documents déclassifiés montrent que des responsables américains ont accordé une immunité ou une clémence en échange d'un accès aux données de recherche. Certains rapports internes décrivaient les informations comme très précieuses pour les programmes d'après-guerre. Cet accord a laissé les victimes se sentir trahies et a contribué à des décennies de silence. Certains historiens soutiennent que toutes les recherches n'ont pas été abandonnées. Des rapports suggèrent que des parties du travail, y compris des spécimens des notes ou des dossiers, ont été cachés au Japon. D'autres contestent cette affirmation et soulignent que les forces alliées ont saisi d'importantes archives en 1945. Les critiques mettent en garde que les découvertes ultérieures pourraient représenter des matériaux secondaires plutôt que des collections centrales. Le silence a perduré car les alliances d'Oka-Rodayan de la guerre froide décourageaient l'exposition et les survivants qui témoignaient étaient souvent rejetés ou ignorés. Cette négligence a approfondi le traumatisme et retardé la justice. La découverte du coffre-fort résonne maintenant avec ses suppressions antérieures. Certains croient que son contenu pourrait révéler des preuves trop sensibles à divulguer. D'autres restent sceptiques, mais lorsque les enquêteurs ont ouvert la dernière chambre, le déni a pris fin. La chambre finale glaciale.
Derrière une dernière porte en acier se trouvait le cœur du coffre-fort. Il était resté scellé pendant 80 ans, intact par aucune main humaine. Les enquêteurs se déplaçaient lentement alors que les soudures étaient coupées. Pendant des décennies, il y avait eu des rumeurs, des spéculations et un déni pur et simple. À ce moment-là, tout cela allait être mis à l'épreuve de la manière la plus froide possible. À l'intérieur, des rangées d'étagères apparurent. Sur celles-ci se trouvaient des conteneurs en verre remplis d'un liquide trouble. À l'intérieur de ces bocaux se trouvaient des échantillons biologiques préservés. Certains contenaient des organes, d'autres des fragments de tissus, et certains contenaient même des rongeurs entiers suspendus dans un liquide. Chaque bocal avait une étiquette écrite en caractères japonais soignés cataloguant son contenu. Les enquêteurs qui les ont manipulés ont ensuite admis que la vue était écrasante. Ce n'étaient pas des artefacts aléatoires, mais des spécimens soigneusement préservés, préparés avec précision et intention. À côté des bocaux se trouvaient des piles de journaux. Ce n'étaient pas des listes de fournitures militaires ni des livres comptables financiers. Au lieu de cela, il détaillait des expériences dans un langage dépouillé d'humanité. Il y avait des tableaux enregistrant les taux d'infection par la peste, des notes sur combien de temps les sujets ont résisté au froid avant de s'effondrer et des observations glaçantes sur la survie après exposition à différents pathogènes. Il n'y avait aucune ambiguïté sur ce que les mots décrivaient. Ce étaient des enregistrements de souffrances délibérées, écrites des fions avec un détachement clinique. La chambre contenait également des boîtes en bois. Lorsqu'elles étaient ouvertes, elles révélaient des restes squelettiques d'animaux utilisés dans des expérimentations. Des crânes de chiens, de singes et d'autres créatures étaient stockés comme s'ils étaient des spécimens dans un laboratoire. Pour les enquêteurs, c'était une confirmation sombre de ce que les survivants de l'unité 731 avaient longtemps affirmé. Les historiens qui ont examiné ces découvertes ont souligné qu'elles correspondaient à des découvertes antérieures à Harbin et à Tokyo. À ces endroits, les enquêteurs avaient également découvert des squelettes d'animaux emballés dans des caisses aux côtés d'outils chirurgicaux, de lames en verre et de dossiers manuscrits d'expérience. Certains des os portaient encore des coupes nettes qui montraient une dissection délibérée plutôt qu'une décomposition. La répétition à travers les sites laissait peu de doute. Ce coffre-fort n'était pas un entrepôt isolé. Il appartenait à un système plus large de dissimulation dans lequel des preuves de recherche biologique étaient cachées et préservées pour ne refaire surface que des décennies plus tard. Le plus grand choc était la réalisation que ce qui avait été préservé ici n'était jamais de la richesse. Les véritables contenus étaient une capsule temporelle des crimes médicaux les plus sombres du Japon. L'armée japonaise n'avait pas enterré des richesses. Ils avaient enterré la honte, la verrouillant derrière de l'acier et du béton, comme s'ils espéraient que l'histoire ne les déterre jamais. Une fois que la nouvelle des contenus s'est répandue, les historiens ont commencé à se demander jusqu'où allait ce secret. Certains ont soutenu que le coffre-fort n'était pas un effort isolé, mais faisait partie d'une tentative calculée d'effacer les preuves du travail de l'unité 731. Est-ce que c'est que l'unité 731 est un événement rempli d'horreurs et d'expérimentations humaines totalement incompréhensibles? Ils ont pointé des indices dans la correspondance militaire suggérant des ordres de dissimuler la recherche et les spécimens avant la fin de la guerre. Selon certains rapports des dossiers, laissaient entendre plusieurs projets de construction dans les dernières années de la guerre qui n'ont jamais été pleinement expliqués. Les sceptiques, cependant, continuaient à remettre en question la validité de la découverte. Certains ont suggéré que la découverte aurait pu être mise en scène tandis que d'autres ont soutenu que les preuves pourraient avoir été exagérées pour l'effet. Pourtant, alors que les échantillons et les photographies étaient comparés à des matériaux déjà confirmés en Chine et à Tokyo, le déni pur et simple devenait plus difficile à soutenir. La réalité physique des bocaux des dossiers et des restes était difficile à contester. En fin de compte, la Chambre a forcé une réalisation sombre. Ce n'était pas un mythe. Ce n'était pas l'invention de théoriciens du complot ou l'exagération de survivants. C'était une archive préservée de cruauté. Et la question la plus troublante a suivi naturellement. Si un coffre-fort pouvait cacher des horreurs d'une telle ampleur, combien d'autres restent enterrés sous le sol japonais, attendant que quelqu'un force leur porte à s'ouvrir?